vous voyez comme moi, j'ai changé de décor. Voilà. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Deuxième chose, mes lunettes sont là. Pourquoi elles sont là? Parce que sinon je voyais le reflet de mon écran. C'est pas cool quand tu veux faire une vidéo. Voilà. J'espère que vous allez bien. Désolée de cette longue absence, mais comme vous avez vu sur les dernières vidéos, j'ai eu un bébé. Voilà. Nous avons déménagé aussi. Donc ça a été pas mal occupé. Et je dois vous avouer que je suis encore pas mal occupée, mais on fait avec. Excusez-moi d'ores et déjà pour le confort de cette vidéo, mais hier il a fait canicule chez moi. Donc j'ouvre les fenêtres le temps qu'il pleut dehors, voilà. On est dans une petite robe légère en attendant d'avoir un peu moins chaud, hein, clairement. Du coup, voilà. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'endométriose. Un sujet qui est plus si tabou que ça, parce qu'on en entend quand même assez bien parler. On en a entendu parler, entre autres, lors des élections présidentielles pour Marine Le Pen, qui voulait reconnaître l'endométriose comme une maladie. Je pense que c'était même une maladie handicapante. Mais en tout cas, elle voulait reconnaître l'endométriose comme réelle maladie pour tout ce qui est remboursement de sécu. Voilà. Donc on en a entendu parler aux élections présidentielles, on en entend assez régulièrement parler aussi sur TikTok, enfin surtout moi, et je voulais revenir un petit peu là-dessus, sur le diagnostic, sur quelle a été la réponse finale, sur tous les symptômes que j'ai eus, sur l'examen à proprement parler qui, à l'heure actuelle, est assez différent à ce que j'ai cru comprendre d'un hôpital à un autre. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous donner mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Pour vous faire part de mon expérience et voilà, je pense que je vais vous mettre une petite fiche après avec tous les petits thèmes de cette vidéo, peut-être avec les timings à côté, je verrai bien, mais dans tous les cas je vais commencer cette vidéo maintenant. Bon visionnage, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, merci à tous ceux qui vont laisser un petit pouce bleu, qui vont laisser un commentaire et qui vont s'abonner. Dans les prochaines semaines, je compte poster du coup mon accouchement en plein Covid. Je compte poster du coup mon 3e trimestre. Et l'allaitement, j'avais commencé à faire la vidéo, je ne l'ai pas terminée, donc je compte continuer tout ça. Voilà, je vous laisse. Bon visionnage. Je ne reviens pas toute seule. J'ai ma fille qui est juste là. Une de mes deux filles, parce que la deuxième dort encore. Donc je reviens pour le premier chapitre de cette vidéo, qui est tout ce qui est examen, comment est-ce que je suis venue à me poser la question de l'endométriose. On va d'abord commencer durant mon adolescence, voilà, et on va arriver jusqu'à maintenant. Alors, durant mon adolescence, donc j'ai eu mes règles à 9 ans et demi. Donc à 9 ans et demi, mes parents, enfin surtout ma maman, devaient me faire des mots pour la primaire, pour dire du coup au professeur de gymnastique, ma fille ne peut pas aller à la piscine parce qu'elle a ses règles, tout ça. Donc ça a été très compliqué, des règles très douloureuses, des règles très abondantes aussi. J'ai été très vite sous pilule, j'ai pris la Diane 35. Voilà, j'en ai eu plusieurs après, mais je suis restée pas mal d'années sous Diane 35. Pilule qui était de base conseillée pour les personnes ayant de l'acné. Voilà, c'était de base une pilule contre l'acné qui est en fait devenue une pilule contraceptive. Donc je l'ai pris pas mal d'années. Donc voilà, suite à ça j'ai eu pas mal de troubles différents, pas mal de symptômes différents qui sont apparus, entre autres le mal de dos. J'étais fatiguée assez régulièrement, mes parents se sont même demandé si j'avais pas eu la mononucléose à un moment donné tellement je dormais, douleur de tête, j'étais vraiment pas bien. Donc on a été un jour consulter mon gynécologue quelques années plus tard, qui m'a dit écoute, pour moi tout ce que tu me décris ce sont des symptômes d'endométriose, sauf qu'il y a quelques années c'était pas encore une maladie très connue.
Il n'y avait pas encore tous les examens comme maintenant, il n'y avait pas tous les diagnostics comme maintenant, toutes les possibilités de diagnostic comme maintenant. Donc mon gynécologue m'a dit écoute, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, je vais te donner le numéro et tu iras le voir pour faire tous les examens nécessaires. Donc j'ai eu rendez-vous chez lui, je pense 2 ou 3 semaines après. Personne très âgée, très froide, pas très cool en soi. Cabinet qui faisait assez peur aussi. C'était pas un cabinet très ouf avec des décos, tout ça. C'était vraiment le médical du médical avec quelqu'un qui n'en avait absolument rien à foutre de toi. Il avait juste envie, c'est que tu le payes et que tu te barres. Voilà. Donc je me suis pas sentie bien du tout chez lui. Donc j'ai discuté un petit peu de tout ce qui se passait. Et puis il me dit on va faire une échographie et suivant les résultats de l'échographie, je vais vous prescrire ou pas un petit examen à faire. Donc à l'époque c'était une laparoscopie. Donc on gonflait le ventre, on faisait 2 ou 3 petits trous. Et par ces 3 petits trous, en fait, on rentrait des caméras et ça permettait d'aller voir s'il y avait des lésions des lésions d'endométriose ou pas et de les enlever s'il y en avait. Mais en faisant l'échographie, il n'a rien vu. Donc on est retourné à son bureau et il m'a très clairement dit en fait que ma douleur était psychologique, que la douleur que je ressentais c'était une douleur de symptômes prémenstruels classiques, que la fatigue pouvait venir du bouleversement hormonal étant donné que j'étais adolescente, donc mon corps changeait. Donc voilà, il m'a dit que très clairement ça pouvait être dû à un dérèglement hormonal. Donc, il m'a prescrit une prise de sang à faire et j'ai dû aller voir un dermatologue aussi en termes de pilosité, etc. Parce que c'est vrai que j'ai une énorme pilosité. Donc, du coup, surtout mon papa n'a pas continué les analyses parce que pour nous, on n'avait rien, donc on n'a pas cherché plus loin. Donc voilà, plus les années ont passé, pire ça a été en termes de symptômes, jusqu'à ce que j'aille voir mon gynécologue qui m'a accouché d'Amélia, qui m'a refait une échographie, qui m'a dit « Madame, vous n'avez rien ». J'ai fait une hystérosalpingographie pour ma béance du col, donc de ma grossesse de Éline. Ils n'ont rien trouvé non plus. Donc j'ai un peu abandonné l'idée en fait. Et il y a quelques semaines, je suis allée chez mon médecin parce que j'ai repris mon contraceptif milieu du mois de mars. Et je suis allée chez mon médecin et mon médecin m'a très clairement dit que pour elle en fait c'était tout ce que je lui disais, les saignements, j'ai eu plus d'1 mois de saignements sous contraceptif parce que je porte un anneau vaginal Nuvaring. Voilà, j'avais 2 stérilés avant, j'ai eu 2 stérilés avant, j'ai pris la pilule aussi comme je vous ai dit, j'ai pris Diane 35 et j'ai pris Yasminel en termes de pilule. Et donc je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé et elle m'a dit pour moi, en fait vous avez de l'endométriose donc il faut juste vous faire diagnostiquer. Donc je lui ai expliqué qu'il y a plusieurs années de ça, on avait essayé de me diagnostiquer mais ça n'a pas fonctionné. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec mon gynécologue parce que il est dans la même ville que mon médecin, donc ils se connaissent en général. Et elle m'a dit écoute, moi je vais te prescrire un IRM pelvien. Voilà, donc elle m'a prescrit un IRM pelvien que j'ai fait faire lundi dernier. Ça va faire une semaine demain. Je vous expliquerai ça dans une prochaine partie de vidéo. Et l'IRM pelvien n'a rien révélé non plus. Voilà, donc je vous explique dans une prochaine partie de vidéo comment s'est passée la prise de rendez-vous, comment s'est passé l'IRM pelvien, tout ce qu'on m'a fait, et le diagnostic derrière, voilà, comment est-ce que ça s'est passé. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette vidéo qui concerne les symptômes. Alors il y en a beaucoup. Je sais que chez certaines personnes, elles y sont plus ou moins présentes. Moi je sais que j'en ai beaucoup et des différences qui m'a amené en fait à aller consulter plusieurs médecins différents, plusieurs spécialistes différents.
dont des gastroentérologues, des ostéopathes, faire des IRM au niveau du dos, un dermatologue, les personnes qui s'occupent des glandes, je sais plus comment ça s'appelle, soit. Donc j'avais été voir quelqu'un aussi pour ma thyroïde, parce que pour eux c'était un dérèglement hormonal dû à la thyroïde. Donc j'avais été voir quelqu'un pour tout ça, qui m'a rien révélé non plus. L'IRM, donc j'ai été testée pour les rhumatismes, ce n'était pas un rhumatisme. Pour une hernie discale, ce n'était pas une hernie discale. On m'a juste dit que c'est une lombalgie chronique. Voilà, parce que j'étais sportive durant mon enfance. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et en fait, pour eux, mon dos s'est démusclé. Sauf que mes douleurs ont commencé au moment de mes règles, en fait. Mes douleurs ont commencé quand j'ai commencé à avoir mes règles, en étant adolescente. Donc, vous avez compris, le premier symptôme est les douleurs lombaires. Voilà. Donc, j'ai pas mal de douleurs lombaires, j'en ai tout le temps, elles sont tout le temps présentes, voilà, très clairement. Je n'ai pas un moment de répit, parfois ça va même au niveau de la fesse, ça descend dans la jambe et dans le pied. Donc je peux vous dire que les douleurs, quand elles descendent aussi bas, je décolle plus de mon lit, sauf que j'ai 2 enfants en bas âge, donc je peux pas me permettre de rester au lit toute la journée. Mais j'ai des douleurs pelviennes et j'ai des douleurs lombaires, douleurs pelviennes qui sont aussi très présentes. Hein. Je pense que les personnes qui souffrent d'endométriose connaissent bien la petite bouillotte des familles, hein, la petite bouillotte avec des noyaux de cerise là. Ça fonctionne toujours super bien. T'as beau mettre une huile, t'as beau prendre des anti-inflammatoires, ça ne fonctionne pas. Moi je sais que je prends du Persofemina, ça ne fonctionne absolument pas. J'ai pris l'ibuprofène, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai même essayé les tisanes anti-stress, les tisanes tout ça, parce que je pensais que c'était dû au stress, toutes mes douleurs pelviennes et lombaires, parce que c'est localisé là, c'est pas dû à ça. Donc première chose, douleurs lombaires et douleurs pelviennes. Deuxième chose, la fatigue chronique, je vous en ai parlé précédemment. Je suis tout le temps fatiguée, plus ou moins fortement dans la journée. J'ai l'impression, en fait, même si je dors 10, 11, 12 heures d'affilée, que quand je me réveille, je suis encore plus fatiguée que si j'avais dormi une demi-heure. Et encore, parce que quand je dors une demi-heure, je suis fatiguée aussi. Donc voilà, parfois je m'endors dans le divan, parfois je m'endors dans les transports en commun, ce qui est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, mais parfois je bute. Désolée, je regarde en même temps Amélia qui essaye de monter sur le meuble télé. T'as pas assez de jouets. Du coup, deuxième chose, la fatigue chronique. Voilà. Du coup, deuxième chose, la fatigue chronique, voilà, qui est, comme je vous l'ai expliqué, plus ou moins présente. J'ai des troubles intestinaux, d'où le fait que j'ai été amenée à consulter un gastro-entérologue. Je dois faire une coloscopie depuis bien longtemps. Ce qui viendra à faire une conclusion dans la fin de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je suis intolérante au gluten et intolérante au lactose. Le problème, c'est que l'intolérance au gluten n'a jamais été avérée médicalement, étant donné que ma maman est intolérante au gluten et qu'elle a les mêmes symptômes que moi en termes d'intestin, etc. Je suis pas bien quand je mange du gluten, donc il m'est arrivé à penser que c'était ça. Donc,
Je vais vous expliquer en termes intestinal. En gros, je fais diarrhée, constipation, diarrhée, constipation, diarrhée, constipation, tout le temps comme ça depuis des années. Et c'est vrai que c'est assez ennuyant parce que quand j'ai mal aux intestins, ça rayonne dans le bas du dos. Et quand ça rayonne dans le bas du dos, du coup, ça rayonne dans la jambe gauche, en général jambe gauche. Et ça fait très mal. Donc voilà. Je n'ai pas, j'ai les symptômes devant moi, je n'ai pas de troubles urinaires. J'ai eu dans mon enfance énormément de cystites, mais c'est vrai que je ne buvais pas énormément. J'ai eu pas mal d'infections urinaires aussi, mais je n'ai pas forcément de brûlure, je n'ai pas forcément de sang dans les urines, voilà, j'ai pas forcément ce genre de choses. J'ai eu des calculs rénaux, ça j'en ai eu. Une fois, mais je n'ai pas de troubles urinaires. Les douleurs ressenties durant les rapports sexuels, je les ai plus ou moins présentes, dans le sens où on n'est pas formé pareil, j'ai envie de vous dire. Donc, quand par exemple j'ai eu un compagnon qui était bien foutu, on va dire, hein, pour être clair, net et précis, mais c'était très douloureux parce que ça venait taper dans le fond du vagin, et du coup c'était très douloureux. Après, j'ai été abusée sexuellement il y a quelques années, et de cet abus sexuel j'en ai gardé des crises de vaginisme. Et du coup, quand je fais des crises de vaginisme, ou alors que je me sens très serrée, c'est des périodes où j'ai des douleurs aussi à ce niveau-là, donc c'est assez compliqué. J'ai toujours aussi une certaine pesanteur au niveau du bas du ventre. La sensation que mon périnée va pas tenir à un moment donné, va lâcher, va tomber, tout va tomber, alors que j'ai fait ma rééducation du périnée, que ça s'est super bien passé, je ne me fais pas pipi dessus, mes enfants vont très bien, etc. Donc j'ai toujours eu tout ça. Oui, j'ai oublié aussi les douleurs au niveau du nombril, en dessous du nombril jusqu'au bas du ventre. Mais ça faisait partie entre autres des douleurs pelviennes et des douleurs lombaires, c'est vrai que j'avais oublié de préciser. Les règles douloureuses et les gros saignements, je vous en ai parlé aussi. Je fais partie de la team qui doit mettre 2 serviettes de nuit la journée parce que ça coule tellement que ça déborde. J'ai même dû à un moment donné emprunter des caleçons à mon papa pour éviter que la culotte ne bouge, parce que sinon ça allait sur le pantalon. J'ai acheté une culotte gainante, un espèce de caleçon gainant, pour que la culotte ne bouge pas. Donc je fais partie de la team qui n'aurait vraiment pas supporté la coupe menstruelle. Après, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais des très très grandes pertes de sang avant mon intervention que j'ai eu, mon IVG que j'ai eu entre Eline et Amélia. Et après mon IVG, j'ai eu des règles complètement différentes qui se sont diminuées parce que en fait lors de mon IVG on m'a mis un stérilet Mirena qui a fait que j'ai eu une absence de règles. En enlevant mon stérilet, j'ai eu 1 mois de perte de sang, et puis après ça je suis tombée enceinte d'Amélia. En accouchant d'Amélia, on m'a remis non, je n'ai rien mis parce que du coup j'étais en allaitement. On m'avait mis un stérilet que j'ai enlevé parce que du coup ça m'avait arrêté complètement ma lactation. Et quand j'ai arrêté d'allaiter, quand j'ai terminé mon allaitement, j'ai mis du coup l'anneau vaginal, et depuis la naissance d'Amélia, j'ai des règles qui sont n'importe nawak, hein, clairement. C'est une petite tache de sang, et encore c'est même pas du sang, c'est une tache grise dans la culotte. Je n'ai plus de perte de sang à proprement parler, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas le SOPK, je n'ai pas tout ça, donc ça c'est encore en cours de discussion avec ma gynéco, mais je pense que la plus grosse partie de cette vidéo en termes de symptômes, c'est l'infertilité. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est fausse couche, tout ce qui est grossesse à risque, ça fait partie de l'infertilité. Donc j'ai eu 4 fausses couches, un IVG, mais bon voilà, 4 fausses couches, dont une tardive, étant donné que ma première fausse couche était à 12 semaines, tardive.
Et j'ai eu aussi 2 grossesses à risque, voilà, dont une cerclée avec un PCR, la grossesse d'Eline, pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube. Voilà la majorité des symptômes. Après, des très grosses migraines assez régulièrement. Souci de pilosité aussi qui m'a amené à voir quelqu'un au niveau des glandes. C'était pas au niveau des glandes qu'il y avait un problème. Je transpire beaucoup aussi. Je transpire un peu moins maintenant, mais je transpirais beaucoup à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai consulté pas mal de spécialistes différents qui m'ont fait pas mal d'examens différents et qui n'ont jamais trouvé ce que j'avais et qui se demandent encore ce que j'ai. Voilà, en termes de symptômes, si j'oublie quelque chose, je le mettrai à la fin de cette vidéo. Nous allons passer à la 3e et dernière partie qui est l'IRM pelvien dont j'ai les résultats ici. Voilà, je vais vous parler de comment ça s'est passé la prise de rendez-vous et voilà. Suite dans la prochaine partie de cette. Je pense que vous savez tous ce que c'est un IRM. C'est une machine... comment vous expliquer ça? C'est un tapis, enfin c'est une table, qui glisse dans un grand bracelet de métal, on va dire. Ça va faire un bruit de dingue, on va mettre un casque sur les oreilles, tout ça. Désolée, ma fille fait de la flûte. Et donc j'ai dû passer cet IRM là, mais ça ne ressemblait pas forcément à un IRM que j'ai passé par exemple pour mes lombalgies ou un IRM que j'ai passé pour autre chose. C'était totalement différent. Donc quand on vous parle d'un IRM pelvien, en général, c'est pour diagnostiquer le SOPK, pour diagnostiquer l'endométriose, pour diagnostiquer toutes les maladies liées à l'utérus, à l'intestin et au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, etc. Je sais que tout a été transparent en termes de photos. Je vous montrerai ça après. Quoi qu'il en soit, comment ça s'est passé? Mon médecin m'a fait une prescription d'un IRM pelvien, entre parenthèses, recherche d'endométriose, avec douleur pelvienne, douleur intestinale et douleur lombaire à côté, pour qu'il puisse en fait localiser vraiment la douleur, hein, pour qu'il puisse localiser où sont les lésions. En général, quand on dit juste douleur pelvienne et douleur intestinale, c'est pas aller plus loin, donc voilà. Donc mon médecin m'a prescrit donc ce fameux IRM pelvien. J'ai téléphoné au CHU de ma ville qui n'avait plus de place, donc ils m'ont dit vous devez vous diriger vers une clinique privée dans la ville à côté de la mienne, c'est l'agglomération nantaise, une clinique de l'agglomération nantaise qui a ouvert il y a 2 ou 3 ans, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc je me suis dirigée vers cette clinique privée. Ils m'ont donné un rendez-vous 1 mois et demi après, à peu près. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai souffert de dingue. Voilà. J'avais demandé à Jordan de prendre congé parce que du coup j'avais les enfants à la maison. Ce jour-là, il a passé le permis, etc. Donc voilà. On a dû faire appel finalement à une babysitter. Mais quand on m'a prescrit cette IRM pelvien et que j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous, on m'a envoyé un courrier par la suite. Je vous laisse 2 petites secondes. Voilà, désolée, j'ai dû m'occuper de ma fille.
On m'a envoyé un papier avec des choses que je devais me procurer en pharmacie. Donc on m'a donné du Normacol, qui est un lavement, et on m'a prescrit aussi du glucagène. Alors je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, durant les semaines de patience, j'ai vu pas mal de TikTok de personnes qui allaient justement faire les examens de l'endométriose, etc., qui ont expliqué qu'il fallait faire un lavement, qu'il allait avoir du gel à mettre à l'intérieur du vagin, à l'intérieur de l'anus, qu'il y aurait injection de produits de contraste par un cathéter, et que voilà, l'examen en soi était vraiment pénible, était assez gênant, que le gel allait couler toute la journée, qu'il fallait prévoir une serviette, etc. J'ai vraiment vu énormément d'informations. Alors moi, j'ai passé un IRM totalement différent. Pourquoi ? Parce que, de 1, j'ai dû me lever à 4h45 du matin pour me faire un lavement avec une poire à lavement. Je devais être à jeun en plus pour aller passer l'examen. Il fait noter, sur le papier, il fait noter venir à jeun de 4 heures avant l'examen, sans boire, sans manger, sans fumer. Ne pas aller uriner 1 heure avant l'examen et apporter une collation à prendre uniquement après l'IRM. Moi, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils m'ont mis l'IRM à 8h15. Donc je n'allais pas me réveiller à 3h du matin pour manger mon petit déj. Donc je n'ai pas mangé du tout depuis la veille au soir. Donc je suis arrivée totalement à jeun. Voilà, je n'ai pas été aux toilettes avant de partir. Enfin du moins je n'ai pas été faire pipi avant de partir. J'ai fait tous mes besoins le matin avec le lavement. Donc tout a été respecté. Quand je suis arrivée, on m'a fait compléter un papier que je vais vous chercher de suite. Je viens de regarder, mais je n'ai pas le papier, mais je vais vous expliquer un petit peu. En gros, j'avais 2 papiers, donc j'avais un papier concernant mes douleurs, concernant les symptômes, etc. Je devais cocher si oui, sinon, la date des dernières règles, etc. En sachant que j'avais eu mes dernières règles quelques jours avant. Et que j'avais pu remettre mon anneau, et j'ai pu laisser mon anneau Nuvaring durant l'examen. Voilà, et j'ai eu un deuxième papier concernant entre autres si je portais un appareil, etc. Vraiment question de sécurité pour l'IRM, mais ils m'ont quand même donné un document où je devais mettre, où je devais cocher dans des cases tous les symptômes que j'avais en termes de symptômes d'endométriose. Voilà, donc du coup ils ont gardé les documents, je pensais les avoir récupérés, mais ils ont gardé. Je ne les trouve pas. Si je les trouve, je vous ferai une petite photo. Je vous mettrai la photo. Voilà, dans la vidéo. Du coup, comment ça s'est passé ? Donc, on m'a fourni ces 2 documents que j'ai dû compléter. On m'a dit d'aller attendre dans une salle d'attente. Donc, toujours avec le port du masque, hein, vu qu'on est en plein Covid. Et qu'à l'hôpital, il y a encore le port du masque. Donc, il faisait tellement chaud que c'était juste pas possible. Je suis passée dans une petite pièce où j'ai pu me déshabiller, etc., qui était fermée par des doubles portes. Quand j'ai fini de faire tout ça, on est arrivé pour me faire une injection dans la cuisse du glucagène. Voilà, une injection dans la cuisse pour éviter les mouvements intestinaux. Et on m'a donné une grande seringue de gel. Alors c'était une seringue en plastique. Il n'y avait aucun métal dessus. Je tiens à le signaler, c'était vraiment une très grosse seringue. Assez ennuyante d'ailleurs. Uniquement dans le vagin, donc je n'ai pas eu l'anus. Je n'ai eu que le vagin, fort heureusement. La personne m'a dit, par contre, vous pouvez mettre une culotte et mettez une serviette dans la culotte parce que le gel peut couler. Donc ça a été cool de me prévenir. Donc je suis allée en t-shirt et en culotte dans la salle d'examen. On m'a mis donc sur le tapis roulant d'IRM. Je vous mettrai une petite photo d'IRM si j'en trouve une. Et on m'a mis du coup une espèce de grosse ceinture, un peu comme les ceintures de boxe, les grosses ceintures là qu'on a sur le torse, ça, comme ça, au niveau du ventre, bien serré. On m'a mis un casque sur les oreilles, on m'a mis une cage par-dessus le ventre.
Et puis on m'a fait aller dans l'IRM une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Au niveau des oreilles, dans le casque, on m'a demandé de retenir ma respiration plusieurs fois pour que les images soient bien faites. Je n'ai pas eu d'injection de produit de contraste. Je n'ai pas eu d'injection au niveau de l'anus, comme je vous ai dit. J'ai vraiment eu que l'injection de gel et l'injection dans la cuisse pour du coup limiter les mouvements intestinaux qui font pas mal. Hein. Clairement, c'était une toute petite aiguille et moi qui ai peur des aiguilles, j'ai vraiment pas eu mal. L'examen a duré 15-20 minutes, j'ai dû attendre, du coup j'ai pu aller aux toilettes pour me vider du gel. En sortant de tout ça, je suis allée m'habiller et j'ai le médecin qui est passé me donner mes résultats. Résultats dans la dernière partie de cette vidéo. Comme vous l'avez bien compris au fur et à mesure de cette vidéo, l'examen n'a rien révélé. Je n'ai aucun problème au niveau de l'utérus, je n'ai aucun problème au niveau des ovaires, je n'ai aucun problème au niveau du col. Et pourtant si, j'ai des problèmes au niveau du col, mais ça n'a rien révélé d'autre. Voilà, en termes d'image, ça donne ceci, c'est-à-dire un mélange de tout, hein. C'est voilà. On te donne des images, on t'explique même pas qui est quoi, on te dit madame vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Ça a été très compliqué à digérer parce que je me suis dit si c'est pas l'endométriose c'est quoi, parce que j'ai quand même tous les symptômes de l'endométriose, en comptant aussi que je n'ai pas seulement mal durant les règles, j'ai mal aussi, très mal durant l'ovulation. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir tellement mal que je devais prendre un spasfon, me mettre en position latérale de sécurité dans mon lit avec la bouillotte et une musique apaisante parce que sinon c'était juste horrible en termes de sensations. Donc, je suis allée voir mon médecin, étant donné que je me suis blessée, et je lui en ai parlé un petit peu parce qu'il avait reçu justement les résultats de l'IRM et mon médecin n'a rien vu non plus. Donc, nous allons voir le terrain intestinal et le terrain allergique. Donc, maintenant, je vais essayer de faire le diagnostic de la maladie cœliaque, voir si mon intolérance au gluten ne s'est pas transformée en allergie. Ce qui fait que j'ai des douleurs au niveau de l'intestin qui rayonnent du coup dans le bas du dos, qui rayonnent dans le bas du ventre, qui fait que quand je mange du gluten, je suis malade. Et voilà, maintenant mon médecin ne comprend pas pourquoi il y a des symptômes qui ne rentrent pas dans la catégorie intolérance au gluten, elle ne comprend pas. Quoi qu'il en soit, je pense que je continuerai à poster une vidéo si jamais je fais les tests. Donc là je vais faire la prise de sang du gluten, on va me faire une coloscopie aussi. Je pense que je posterai la vidéo du coup quand tout ça sera fait avec les résultats et voilà, je vous en parlerai un peu plus. Mon médecin m'a demandé si je voulais continuer à faire des examens plus approfondis pour l'endométriose. Je lui ai dit que oui, que je voulais juste voir le terrain allergique au gluten avant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de répondre à pas mal de vos questions. Moi je sais que ça dépend de chaque ville, par exemple moi j'habite à Nantes, voilà, donc ça dépend de chaque ville en termes de manière de diagnostiquer, en termes de déroulement d'IRM, etc. Donc ça c'est à vous de vous renseigner, mais en tous les cas moi dans la clinique où je suis allée, donc c'est la clinique du Confluent à Rezé, j'ai eu qu'une injection au niveau du vagin, j'ai eu juste une petite piqûre au niveau de la cuisse gauche pour limiter les mouvements intestinaux et je n'ai pas eu de produit de contraste, je n'ai pas eu de produit dans l'anus, j'ai juste eu un lavement à faire le matin et c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Voilà, j'étais bien contente. Il y a juste que du coup j'étais assez fatiguée parce qu'en fait le produit qui s'injecte dans la cuisse fait que tu as un petit peu des chutes de tension, etc. Donc c'est vrai que dans la journée j'ai eu pas mal de chutes de tension. J'ai eu pas mal d'envie de vomir, j'ai dû prendre un anti-vomitif, j'ai dû prendre un Vogalène parce que j'étais pas bien, j'étais nauséeuse. J'ai pas su énormément manger, donc voilà, après il y a la chaleur aussi qui fait, mais c'est vrai que comme je rentrais en transport en commun en plus, ça n'a pas été hyper facile, j'ai dû manger, j'ai dû boire avant de rentrer chez moi.
Mais du coup, voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Je suis sur Instagram la majorité du temps. Il y aura une story permanente qui sera postée aussi sur Instagram. Et voilà. Dans tous les cas, je vous laisse passer un agréable dimanche pour ma part. C'est le jour des élections législatives aujourd'hui. Je ne vais pas voter, parce que je ne peux pas voter en France. Du moins pour les présidentielles et les législatives, je ne peux pas voter. Je peux voter pour les communales et je peux voter pour les européennes et les régionales, je crois. Mais je ne peux pas voter pour les législatives et je ne peux pas voter pour les présidentielles. Donc, voilà. Je vous laisse passer un agréable dimanche ensoleillé. Hein, voilà, il arrêtez de pleuvoir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles stories, pour de nouvelles histoires. Je pense que la suivante sera mon accouchement et mon allaitement. Voilà, parce que l'allaitement, j'avais déjà commencé à la tourner, il reste juste à la terminer. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir regardé et on se dit à plus tard.